Cette semaine, deuxième épisode des Mains dans la Terre, on parle de... Forêt nourricière. Donc cette semaine, on plonge littéralement dans la permaculture avec un concept qui est bien connu, les forêts nourricières. C'est quoi une forêt nourricière? Ouais, OK, c'est peut-être pas si connu que ça. Je rencontre Sébastien Dastou et Céline Rivet qui nous parle de la forêt nourricière de Saint-Maurice. Et on rencontre Isabelle Dion de la Lucarne verte. Comment a démarré le projet ici, la forêt nourricière de Saint-Maurice? Oui, en fin de compte, j'avais besoin de pratique. Donc, je m'intéressais à ça, mais c'est pas si facile de se pratiquer partout, dans le fond. Donc, comme je développais des liens avec Céline Rivet, je voyais qu'elle s'intéressait de plus en plus à la permaculture. Elle se demandait comment concilier ça aussi avec ce qu'elle faisait. En tout cas, je voyais l'intérêt envers comparer avec ce qu'elle faisait elle-même. Donc, je trouvais que ça faisait un beau projet pour discuter ensemble. Et moi, dans le fond, elle était un peu mon mentor là-dedans. Donc, pour que je puisse apprendre, me pratiquer. Chez moi, je n'avais pas un gros budget pour m'acheter plein de plantes. Donc, j'ai eu l'occasion de pouvoir avoir un beau budget pour mettre les plantes ici. Ouais. Donc, il me restait juste à m'amuser. C'est ça, c'est une école, dans le fond. C'est ça. C'est une deuxième école. J'en ai une chez moi, puis j'en ai une ici aussi. Depuis tantôt, on parle de permaculture. Selon toi, c'est quoi la permaculture? C'est d'imiter la nature. C'est vraiment de l'observer. En fait, c'est de l'imiter, mais essayer de l'optimiser pour nos propres objectifs, en allant dans le sens qu'elle nous montre qu'elle veut aller. Donc, moi, j'ai appris avec Wayne Roland, donc je suis très teintée par ses enseignements, donc qui est mon enseignant de permaculture au Québec ici. Ton mentor? Mon mentor aussi. Pour moi, c'est vraiment... j'aime bien la définition qu'il donne, donc je la reprends encore une fois. C'est une science du design. Donc, dans le fond, il y a un petit aspect scientifique pour vraiment comprendre comment la nature fonctionne. Et il y a l'aspect design, créer, comment on veut l'aménager pour nos propres besoins, dans le fond, tout en respectant ses besoins à elle aussi. Puis c'est quoi une forêt nourricière? Une forêt nourricière, c'est un jardin. À la base, c'est vraiment, il faut voir ça comme un jardin et non pas une forêt. Ben, je m'imaginais à rentrer dans le bois et aller cueillir genre des C'est baies. souvent ce que les gens imaginent. Donc, des fois, je pense à nommer mes projets qui sont des très petites forêts nourricières. Donc, on n'a pas l'impression d'être dans la forêt. Je pense à nommer peut-être ça un îlot nourricier, mais je garde quand même une forestette. Bonne idée. Mais je garde le terme forêt nourricière parce que c'est quand même le terme qui est le plus connu pour parler de ce que je fais là où j'ai appris. Puis la raison pour laquelle ça n'a pas encore l'air vraiment d'une forêt, c'est aussi parce que c'est des petits projets. Sinon, ça prendrait encore plus de budget, beaucoup de temps pour faire des plus gros projets. Donc, j'ai commencé petit. C'est ce qu'on conseille aussi en permaculture, de commencer petit. C'est plus de travail qu'on peut penser malgré tout, malgré le fait qu'on dit que c'est sans entretien. Donc, c'est ça. Pour revenir un petit peu, la forêt nourricière, c'est un jardin qui s'inspire de la forêt pour faire un aménagement le plus possible sans entretien. Mais il va toujours en avoir, c'est sûr, parce qu'on a un objectif, on ne le laisse pas aller à 100 Donc, il va chercher à recréer finalement son modèle, ses interactions. Les interactions entre les animaux, la faune auxiliaire, les insectes, les champignons, les plantes entre elles aussi. Donc, toutes ces choses-là, on cherche à les optimiser, à attirer la biodiversité aussi, donc comme dans une forêt. Et en même temps, de chercher à ce que ça nous donne des récoltes à manger aussi. Oui, puis que ça a un design naturel, organique. Oui. On dit souvent quelque chose qui soit organique dans le sens de, tu sais, que ça n'a pas de l'air qu'il y ait tant d'intervention de l'homme à l'intérieur de la forêt, c'est ça? Exactement, exactement. Puis ça, on pourrait aller avec différents degrés selon les intérêts des personnes, leurs objectifs également. Comme ici, c'est une forêt nourricière qui est publique, donc c'est pas dans ma cour à moi. Je la laisse quand même aller le plus au naturel possible. C'est sûr que j'ai désherbé beaucoup les premières années. Là, on en est maintenant en 2024, c'est la 4e été. Okay. Le 4e été. Donc, mais c'est ça. Le but, effectivement, c'est que ça ait l'air un peu sauvage. Ouais. C'est des plantes sauvages. Il y en a plusieurs qu'on va retrouver à l'état naturel dans la forêt. Donc, ça aussi qui est le lien avec notre forêt boréale ici. Parle-moi de ton design que tu as créé ici. Oui, ici, donc, je suis allée avec des plantes vraiment simples, qui sont, pour ceux qui connaissent les plantes en général, qui sont bien connues, quoique il y a quand même beaucoup de gens qui ne les connaissent pas malgré tout, d'où le fait qu'on a fait un panneau d'interprétation plus tard. Des plantes majoritairement indigènes? Bien, il y en a plusieurs, oui, c'est ça. Beaucoup de plantes qu'on va trouver dans la forêt, ici. On parle de la mélanchier, du pin binat,
les bleuets, non, je me trompe parce que c'est pas la sorte indigène ici. Mais la menthe, bon, c'est pas la même menthe qu'on va trouver en forêt, mais de la menthe, il y en a un peu partout ici aussi. Donc oui, il y a beaucoup de plantes qu'on trouve dans la forêt. Donc j'essaie d'avoir des plantes le plus facile d'entretien possible parce que je sais que je n'allais pas être ici souvent pour m'en occuper. Oui, c'est ça. Le plus facile d'accès aussi pour à la fois amener une petite nouveauté aux gens qui ne connaissent pas ça, des petites choses à découvrir, mais en même temps quelque chose de simple que les gens puissent se projeter à peut-être les consommer éventuellement ou les reconnaître. Puis plus facile en termes d'éducation. C'est ça, oui. Il y avait vraiment un aspect pédagogique, donc je voulais m'assurer que ce soit des plantes que les gens aient une référence. Comme les petits fruits, bien, en général, on sait tous que, sauf les fraises, les bleuets, les camerises, qui peuvent se manger fraîches, sinon on sait qu'on peut faire des confitures dégelées. Mais ça reste relativement facile à catégoriser pour pouvoir les apprendre finalement, là, quand on ne les connaît pas. Parle-moi de ta relation avec Isabelle. Comment ça a commencé? Ah, Isabelle, je l'ai connue, c'est quand elle a fait un gros événement de permaculture à Amos avec Marie-Ève Boisclair. Fait qu'ils ont fait un rassemblement là, partout. Là. Ça avait marché beaucoup. Puis après ça, bien, on s'est parlé plusieurs fois dans des petites réunions qu'ils faisaient, là, puis tout ça. J'ai suivi un peu. Puis finalement, bien, quand elle a fait la forêt nourricière à la Morandière, bien, c'est là qu'à un moment donné, on s'est retrouvés à jaser puis tout ça. Puis on s'est dit, elle a trouvé ça un peu loin pour faire des activités puis tout ça. Fait que j'ai dit, hey, ici à Saint-Maurice, on a un pavillon, on a de la place pour ta forêt, tu pourrais faire tes activités, ça ferait bouger Saint-Maurice puis tout ça. Fait que j'en ai parlé à Marc, mon mari, que lui, bien, finalement, il était le président du comité. Fait qu'il a expliqué ça, puis le comité était tout d'accord avec une forêt nourricière pour apprendre à récolter, à voir comment est-ce que ça pouvait être intéressant, là, puis tout ça en permaculture. Fait que oui, Isabelle, elle a apporté un plus au village, puis un plus à moi aussi, parce qu'elle a été une belle source d'inspiration. Oui, mais justement, c'était quoi ta perception de la permaculture avant que tu connaisses Isabelle? Puis c'est quoi ta perception maintenant? Oui, je me disais que j'en faisais pas. Je faisais pas de la permaculture. Je faisais comme de la culture ordinaire, mais je me servais de la nature pour agrémenter mes jardins. Donc, tu savais pas, mais tu le faisais quand même. C'est ce que Isabelle a dit, mais je comprends pas. Bien là, finalement, à force de parler, là, j'en faisais un peu. Mais elle m'a donné des bonnes idées comme prendre mon jardin qui est ornemental, puis en rendre plusieurs qui étaient comestibles dedans déjà. Fait que les utiliser, puis tout ça. Fait qu'elle m'a beaucoup inspirée à avoir un jardin qui va être plus vivant le reste de ma vie, mettons. C'est quoi ton apport dans le projet de la forêt nourricière? Bien, en fin de compte, j'ai été comme la personne qui demandait au comité des loisirs les besoins à Isabelle. Puis le comité des loisirs, bien, eux, ils sont subventionnés par la ville. Fait qu'ils ont pu, la ville d'Amos, fait qu'ils ont pu avoir des sous pour payer les plantes, puis toutes les dépenses, la pancarte, ces affaires-là. Là. Fait que ça a été un plus parce qu'Isabelle, elle a donné beaucoup de son temps aussi. As-tu participé à l'aménagement? J'ai un petit peu. C'est plus Isabelle. Oui. Moi, on a jasé, puis j'avais de l'expérience de certaines plantes. Fait que on a parlé un peu de l'emplacement des plantes, que ce serait mieux là ou mieux là, parce qu'il y a plus d'eau ou moins d'eau. Mais à part de ça, c'est Isabelle qui a fait son aménagement. Quel est l'avantage pour la ville d'Amos d'avoir un projet comme la forêt nourricière? Bien, dans le fond, là, ce qu'on veut, c'est que ce soit une forêt nourricière comme celle-là, c'est très éducatif. D'abord, le panneau d'accueil, le panneau d'explication est vraiment bien fait. Alors, ça devient une espèce d'endroit privilégié pour apprendre de façon ludique, en même temps de voir les différentes plantes.
Puis c'est pas le premier projet qu'on fait non plus avec la lucarne verte. Il y en a eu d'autres, des projets qui étaient éducatifs aussi, soit avec certains CPE. Bref, c'est important pour la ville d'Amos parce qu'on veut démystifier qu'est-ce qu'on peut faire pousser en Abitibi-Témiscamingue, hein, parce qu'on n'a pas le même climat que le sud de la province. Puis en même temps, bien, c'est d'étudier la population. Puis quand ça part par les plus jeunes, bien, souvent, bien, après ça, les parents embarquent là-dedans. Puis l'objectif, c'est que les gens deviennent un peu plus autonomes avec leur nourriture, leur façon de penser, puis qu'ils en parlent aussi chez eux à la maison. Pourquoi la ville d'Amos a un désir de s'impliquer dans un projet comme ça? Ce qui est intéressant, là, c'est qu'on a une politique sur les saines habitudes de vie. Puis cette politique-là émane de consultations publiques. Donc, c'est les gens qui ont participé. Et que ce soit pour le sport, le bien-être, on souhaite aussi avoir des saines habitudes de vie, puis l'alimentation en fait partie. Donc, diminuer les gaz à effet de serre, faire des circuits courts, ça fait partie de notre politique. Et si en même temps, on peut faire une agriculture, une nourriture via des forêts nourricières de proximité, bien, on trouve que ça a beaucoup de sens et c'est porté par notre politique, tout simplement. Et c'est donc correspondre avec votre vision du futur. Oui, bien, notre politique est pour plusieurs années. Donc, on vise dans le futur là, de continuer de faire cette éducation-là. Mais il ne faut pas que ce soit juste la ville qui prenne en charge ce type de projet-là. L'objectif là-dedans, c'est qu'il y en ait qui soient créés, que ce soit par les commerçants, les industriels, mais aussi, tu sais, les industriels, je dis ça a l'air bizarre un peu, là, mais on a des façades avec beaucoup de zones plus vertes qui pourraient aussi être utilisées là, pour faire de l'agriculture de proximité. Pourquoi pas faire des sites ou des placettes avec des forêts nourricières? Ça pourrait devenir super intéressant. Alors, oui, la ville a un certain leadership là-dedans, mais oui, il faut que ça percole dans la population pour que les gens se l'approprient. Puis pour ça, bien, ça passe par l'éducation. Je le répète encore, on souhaite que les gens se prennent en main. Puis ça fait partie vraiment d'une vision de la ville à long terme. Et c'est quoi le projet des Jardins de Saint-Maurice? Bien, au début, j'avais comme l'âme de collectionneuse. De collectionneuse? Oui, je voulais avoir une plante de chaque pour savoir si elle vivrait bien sous notre climat. Puis nous, on était à zone 1B, là, ils l'ont changé pour 2A, mais c'est quand même la même zone. En fin de compte, il va faire quand même, dans les plus froids de l'hiver, moins 45 Celsius. Fait que c'est pour ça que ça ne change rien, que ce soit un B ou 2A, quand on voit c'est quoi le plus froid. L'hiver, c'est l'hiver. Oui, mais l'épaisseur de neige fait qu'on peut sauver plus de plantes, même qui sont zonées 4 puis 4B, okay. Mais pas les arbres. Les arbres, il faut rester dans la zone 2, 2B. Là. Mais c'est ça, fait que là, c'est d'essayer tout ça, là, les plantes, qu'est-ce qui peut vivre, puis encourager le monde. À un moment donné, j'avais trop de visiteurs qui venaient puis m'arrêtaient comme de travailler. Fait que je me suis dit, je vais partir à les jardins. Comme ça, bien, ils vont m'encourager un peu. Puis je vais être cédulée que je vais arrêter. Fait que comme ça, bien, ça va être mieux de même. Fait que j'ai essayé 1 an. Après ça, j'ai embarqué avec le touriste Aricana. Puis depuis ce temps-là, bien, j'ai resté avec eux autres. Là. Fait que c'est une belle aventure. J'ai quelques visiteurs qui viennent par les 2 mois que je suis ouverte, entre 300 et 800, tout dépendant de la saison. On est beaucoup dépendant du soleil ou de la pluie, là, évidemment. Puis ensuite, bien, avec le temps, bien, c'est ça, là, j'ai de la collection, mais c'est moins mon but maintenant. C'est plus d'avoir des plantes qui vont être plus comestibles ou bien des choses comme ça. Fait que je veux faire moins de potager puis manger plus de mes jardins. Fait que le potager, on peut en faire, mais on peut plus manger dans les jardins ornementaux. Oui. Fait que c'est ça, ça change avec la vie. Tout ça a commencé par un projet, on pourrait dire, de jardin un peu expérimental. Oui, c'est un peu ça. Mais en premier, c'était pour moi. Je pensais vraiment pas y aller au jardin touristique. J'avais été voir 2-3 fois les jardins de Grady, puis je disais, moi, jamais je vais faire ça. Et finalement, je l'ai fait. Tu t'es fait prendre au jeu. Puis longtemps. Bien, j'ai pas encore fini, là, mais c'est sûr qu'on y va 1 année à la fois. Fait que c'est pas mal ça, les jardins, maintenant,
c'est rendu assez gros, puis il y a beaucoup de monde, ça les encourage parce qu'ils se disent en Abitibi, il n'y a rien qui pousse. Ben non, ça pousse bien, fait que... Décris-moi ton jardin. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ça? Bien, j'ai environ 18 plates-bandes ornementales. OK. J'ai une serre qui est adaptée pour être chauffée de bonne heure en saison. Fait qu'en avril, là, je peux rentrer dans ma serre parce qu'elle est doublée. Puis j'ai 3, 4, 5 places où j'ai du potager. C'est pas tout en même temps parce que la plupart du temps, si tu as une bébête à une place, bien, vu que c'est à l'autre place, peut-être qu'on ne l'aura pas. En tout cas, des fois, ça marche, ce petit truc-là. Puis ensuite, bien, on a aménagé dernièrement un jardin de la pollinisation. On a été obligé de refaire notre champ d'épuration. Fait qu'à ce moment-là, on a fait un chemin, on s'est rendu au champ d'épuration. Puis sur le champ d'épuration, j'avais pas envie de l'entretenir. Alors, on a fait des petits trottoirs, puis à partir de là, j'ai semé de mes plantes dans le champ d'épuration, qu'on va dire, mais qui est devenu le jardin de la pollinisation. Puis c'est les plantes que Mère Nature, elle a arrivé avec ça. Fait que ça fait un beau mélange, puis j'ai beaucoup de pollinisateurs, puis ça fait la différence avec sur le terrain pour que les plantes soient pollinisées, pour avoir des beaux fruits. Puis où qu'il était le chemin, bien, on a dit c'était où le temps s'arrête. Donc, c'est toutes des vieilles choses qu'on se servait autrefois qui ornent ce chemin-là, en fin de compte. Puis j'ai une rangée là, de citrouilles, melons, puis zucchini, admettons. Puis c'est les pollinisateurs qui pollinisent. Fait que c'est beaucoup mieux que de toujours le faire nous-mêmes là, parce qu'on en manque. Là. Fait que, on a une grange qui est un poste d'accueil. Ce poste d'accueil-là, bien, il renferme beaucoup d'antiquités. Puis c'est mon mari qui s'en occupe. Il reçoit le monde. Puis il s'occupe de jaser d'antiquité ou bien ces choses-là. Fait que on a commencé au début, quand on est arrivé, vu que c'était la terre de mes grands-parents, bien, on a trouvé des outils en faisant le ménage des bâtiments. On ne voulait pas les jeter, on ne savait pas quoi en faire. Mais là, on les a tous affichés sur le mur dans le poste d'accueil. Puis ensuite, bien, quand ça a fait une quinzaine d'années, il a fait un escalier en bois rond, il a monté ça en haut, toutes des antiquités que des fois, c'est le monde qui s'en vont de Saint-Maurice, ils nous en donnent. Ouais. Ceux qui viennent nous visiter, des fois, ils disent « Je vais t'emmener ça la prochaine fois que je reviens. » Puis ça fait un petit peu parler à tout le monde, puis des souvenirs, des fois. Un genre de petit musée. Oui, c'est ça. Puis souvent, bien, c'est ça, on a connu ça soit à notre chalet ou avec nos grands-parents ou ces choses-là. Fait que ça fait des bons souvenirs. Fait que là, on est rendu à déguster notre forêt nourricière. Qu'est-ce qu'on mange? On mange un riz au poisson et à la sauce à l'oseille. Et on mange un gratin de bêta-carre des plantains majeurs. Puis on boit aussi? On boit aussi une infusion froide à la menthe avec des baies de cassis et un peu de citron-lime pour accompagner. On aurait pu mettre de l'oxalis à la place aussi. Tantôt, on était dans une forêt nourricière, c'est un lieu public. Mais comment on peut ramener ce concept-là chez nous? Bien, tu sais, toi, c'est un peu ce que tu as fait ici. Là. Bien, finalement, comment on peut ramener le concept ici? C'est simple, c'est le même principe. Dans le fond, dans tous les projets que j'ai faits, on pourrait le faire différemment, mais moi, je suis partie d'une pelouse, finalement, qui est une monoculture de graminées, puis qu'on transforme on améliore la biodiversité, finalement. On améliore le type de plantes différentes. On augmente le type de plantes différentes, pardon. Donc, c'est sûr qu'une pelouse, bien, c'est pratique pour que les enfants puissent jouer, mais à part de ça... Il n'y a pas autant d'utilité, effectivement, sauf pour certaines activités. Ça peut être pratique pour marcher ou pour jouer au golf, mais sinon, il n'y a pas autant de... Jouer au ballon? Ouais. On sait bien que du golf de fond de cours, il n'y a rien de mieux, là, une tête qui passe les voisins. Là. C'est peut-être pas la place. Par contre, moi, j'ai un garçon qui a 9 ans en ce moment, qui aime beaucoup jouer au ballon, tout ce qui est baseball, mini-pot, soccer, tennis, badminton, n'importe quoi qu'il faut frapper quelque chose ou lancer une balle. Fait qu'on a quand même gardé un petit peu d'espace. Là, présentement, il joue au spike ball au milieu de la cour.
Fait que c'est pour ça qu'on a encore un genre de gazon de cours, mais plus il va grandir. À chaque année, ils grandissent, on en enlève un petit peu de pelouse. Tu parlais de tes enfants, justement, à quel point ils s'impliquent dans la forêt nourricière ici ou à l'entretien ou j'imagine plus à la récolte, Oui, peut-être? beaucoup plus à la récolte. Là. De plus en plus, on leur fait faire des tout petites tâches, mais je sais pas pourquoi ils n'étaient pas très intéressés depuis le début, fait que j'ai vraiment pas poussé, donc on a juste fait des tâches intéressantes. La récolte de fraises, par exemple. Ça, c'est quelque chose qu'ils aiment beaucoup. Mais même à ça, on dirait que l'année passée, on en avait beaucoup. On en avait pour 1 heure de récolte presque tous les matins. Fait que là, ils la faisaient pas au complet. Mais c'est beaucoup de travail. Ça impliquait quand même, c'est ça. Fait que, tu sais, j'imagine, là, ta cour est bien garnie, là, même que j'imagine que des fois, tu te demandes s'il reste de la place, tu sais. Exactement. Mais c'est un processus qui a pris sûrement plusieurs années, là. Oui. Ouvre une nouvelle parcelle, ragrandir. Oui, ça fait 5 ans, peut-être même 6, qu'on commence tranquillement des petits bouts. Il y a des années que j'en ai fait vraiment moins. Il y a des années que ça a avancé beaucoup. On dirait qu'il reste plus de place, mais si on enlève la tente, on la garde pour quelques années encore parce que là, avec les jeunes enfants, on dort à tous les jours dedans, l'été, ou presque. C'est plus simple que d'aller faire du camping, mais éventuellement, on va aller faire du camping plus en forêt. Fait que là, ça va devenir un autre îlot de forêt nourricière dans ce coin-là. Dès que l'agrandissement est planifié. C'est ça. J'aimerais ça aussi ajouter peut-être des bassins d'eau. J'ai les barils récupérateurs d'eau de pluie, mais éventuellement peut-être une mare ou un bassin plus grand. Là. En tout cas, c'est en réflexion. Question d'amener un peu plus de biodiversité. Oui, c'est ça, exactement. Plus d'insectes qui ont besoin d'eau, plus d'oiseaux aussi. Puis quand tu agrandis une parcelle, tu fonctionnes comment? Est-ce que tu occultes ou tu prends une méthode? Bien, idéalement, j'occulterais d'avance, une bonne année d'avance, donc soit à l'automne ou au printemps, puis je le ferais l'année d'après. Donc, occulter avec, j'utilise beaucoup de carton, un carton beige, brun. Des boîtes de carton. Des boîtes de carton. Ou du papier journal aussi, c'est un petit peu plus long à placer, c'est plus petit, mais je pourrais faire ça aussi. Puis je mets du copeaux par-dessus ou du paillis, n'importe quoi qui pourrait le tenir finalement. Mais comme j'ai pas toujours, je suis un peu impatiente, fait que quand j'ai le goût de faire la plate-bande, je la fais maintenant. Mais je vais faire le même principe, sauf que je peux planter directement dans la pelouse, puis je vais juste recouvrir entre les trous de carton, de papier journal. Ça revient au même, sauf que... Soit tu fais les trous après ou tu entoures autour des végétaux. C'est pas déjà prêt, c'est pas déjà paillé ou occulté. Fait que n'importe ça se fait très bien, n'importe quand. Qui écoute l'émission en ce moment, qui a envie de faire une nouvelle plate-bande, il peut partir de son gazon, mettre son carton, faire des trous, puis installer les plantes. C'est ça. C'est sûr que pour limiter l'arrosage, c'est conseillé d'attendre à l'automne. Moi, j'aime beaucoup attendre l'automne, mais au printemps, on pourrait quand même le faire, puis ça serait... Tu sais, comme là, on mange, il y a une petite portion qui vient de ta forêt nourricière. Avec une forêt nourricière, est-ce qu'on peut vouloir avoir une autonomie alimentaire ou est-ce que c'est comme plus une petite portion de ton alimentation ou comment? C'est une bonne question. Pour l'instant, pour moi, c'est une petite portion de mon alimentation. Parce que, justement, j'ai la tendance à être très curieuse puis à vouloir un petit peu collectionner des plantes. Fait qu'il y en a peu que j'ai en grande quantité. Je peux pas dire tout d'un coup que ça remplace autre chose. Mais par contre, si je l'avais décidé autrement, je suis certaine que ça se fait. Mais il faudrait le tester. Je peux pas en témoigner, mais... Mais tu dois pas acheter de fraises à l'épicerie, là. Non, ça, c'est effectivement... Ça, on n'achète pas de fraises. Les bleuets, bien, on va quand même... Tu sais, on va compléter avec de la cueillette aussi en forêt. Fait que, si on mélange cueillette et jardin, c'est sûr que ça... Il y a moyen d'atteindre une bonne proportion, je pense, juste par ce qui pousse naturellement, on va dire ici. Ce qui est un frein, pour l'instant, c'est de réapprendre à faire des recettes différentes. Par exemple, hier, je voulais cuisiner le plantain. Bon, mais comment exactement on fait pour que ça soit bon? Parce qu'à prime abord, la feuille est super fibreuse et ça goûte le foin, tu sais, un peu. Juste comme ça. Fait comment on fait pour que ça soit bon? Mais là, ça prend beaucoup de recherche, beaucoup de tests. Mais là, éventuellement, quand tu as ton répertoire de recettes, là, ça s'intègre de plus en plus facilement. Puis comment tu fais pour que ce soit bon? Bien, dans le cas des feuillages qui deviennent un peu coriaces, c'est de les faire bouillir longtemps, comme le plantain. Je les fais bouillir un bon 30 minutes dans l'eau salée. Puis après ça, je l'ai apprêté, coupé, puis relevé, finalement, comme on fait avec un épinard. Fait que ça a pris une bonne préparation. Oui, c'est ça. Mais c'est pas si compliqué, mais il faut quand même le faire.
Dans les forêts nourricières publiques, il y a ce frein-là de je suis pas sûre de l'identification de la plante. Puis après ça, une fois qu'elle est récoltée, il faut pas que je la gaspille. Bien, c'est ça. Quoique, si jamais on en récolte puis on sait pas quoi faire avec, bien, on peut toujours faire un paillis de surface, juste la laisser tomber dans notre jardin, puis elle sera pas gaspillée quand même. C'est ça qui est le fun au moins. Ça m'arrive de faire des récoltes trop ambitieuses pour la cuisine, puis finalement, bon, ça va être un paillis finalement. Il retourne cette en fois-là, compost. Là. C'est ça. Il est pas perdu. Fait que là, dans ta collection, là, est-ce que tu as des chouchous ou des végétaux que tu aimerais avoir que tu n'as pas encore? Ah, ben, j'ai chouchous, je change chaque année. Parce que c'est souvent une découverte. Une année, c'était vraiment la menthe. Puis là, c'est là qu'on s'est mis à faire la boisson de menthe qu'on fait. Mais depuis ce temps-là, on continue de la faire. Mais comme je suis un peu habituée, j'adore ça, mais là, mon intérêt s'est porté sur d'autres plantes. En ce moment, c'est quoi? C'est une bonne question. Là, on dirait que je ne me suis pas encore posé cette question-là cette année. Mais en cours de route, j'avais eu la mélisse que j'avais vraiment adorée. La mélisse, c'est proche de la menthe. Ça ressemble un petit peu, puis ça goûte... c'est une fine herbe qui goûte le citron. On l'appelle Lemon aussi balm. citronnelle. Ouais, en c'est ça. anglais. Fait qu'on peut faire un peu le même genre de recette que la menthe. L'oseille, comme on mange aujourd'hui, c'était une autre découverte d'une année après que j'adore. À chaque année, c'est sûr qu'on mange un poisson à l'oseille, là, ou une limonade d'oseille aussi, j'aime beaucoup. Puis là, on est en ville. Tu sais, c'est pas comme une forêt nourricière comme on était à Saint-Maurice tantôt. J'imagine que tu fais des choix différents. Tu sais, je vois pas d'arbres nécessairement dans ta forêt. Effectivement. Bien, il y a quand même un petit tilleul, mais il est minuscule encore. Il faut dire que comme c'est relativement jeune, ça va avoir un look différent dans quelques années. Et non, effectivement, il n'y aura pas des grands arbres. Il y a déjà assez d'arbres comme ça pour qu'il me reste plus tant de soleil, mais pour que je puisse garder du soleil au sol. Mais je vais quand même en rajouter probablement, mais c'est vraiment une question d'argent et de temps, là, dans le fond. Je suis allée avec des plantes que j'ai eu facilement accès, tout simplement, que je voulais découvrir aussi. Parce que souvent, quand on parle de forêt nourricière, on parle des strates ou des différents types de végétaux. On n'a pas parlé aujourd'hui. C'est vrai, c'est vrai. Je suis curieuse. C'est vrai. Bien, je dirais que ce qui manque dans ma forêt nourricière en ce moment, c'est un peu ça. C'est l'idée de grandeur, d'avoir l'impression que c'est une forêt unie. Là, on a comme, on va dire, 4 petits espaces qui sont des îlots. Il y a un peu d'étage, il y a quand même des couvre-sols, dans le fond. Comme dans une forêt, il va y avoir des plantes qui poussent au sol. Fait que c'est la plante, la strate couvre-sol. Des herbacées un petit peu plus hautes. Après ça, il y a des petits arbustes, puis après ça, il y a les grands arbustes et les arbres. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup ce feeling-là ici. Puis on pourrait rajouter... les plantes grimpantes aussi, effectivement. Qu'on peut voir en arrière de toi en ce moment. Oui, c'est ça. Là, je les ai fait grimper sur la clôture, mais éventuellement, je pourrais en faire grimper dans les arbres. Donc, vraiment utiliser les arbres comme support pour grimper, comme ça se passe en forêt. Fait que, tu sais, ici, Céline, elle en parlait. En Abitibi, on est zone 1, 2. C'est quand même vraiment froid. Les gens, ils disent tout le temps qu'on est limité dans le choix de nos végétaux, mais tu sais, on voit ici que t'as une grande diversité puis qu'il est loin de manquer d'options. Là. Non, il ne manque pas d'options. Il y a tellement trop d'options qu'on n'est pas capable de toutes les apprendre. Ça prend du temps. Mais là, je repense à une autre plante grimpante que je voudrais ajouter et découvrir éventuellement, c'est des kiwis. Ah oui. Que j'aimerais bien essayer. Mais c'est parce que il y a eu un autre frein aussi, c'est que j'ai un sol très argileux. C'est pas un sol super propice pour les plantes fruitières en général. Ils ont besoin de plus de drainage. Le mien, il se draine pas très rapidement. Donc, il faudrait que je travaille avec des buttes ou que... Puis jusqu'à date, j'ai fait beaucoup plus simple, donc pas de butte. Mais éventuellement, ça m'empêcherait pas d'en intégrer, mais avec un petit peu plus de préparation, si on veut. Je sais pas toi, mais j'ai l'impression que s'il y avait plus de monde qui faisait comme Isabelle puis qui changeait leur pelouse pour une forêt nourricière, on pourrait être un petit peu plus autonome. Oui, puis moi, j'ai vraiment une hantise de la pelouse. Et en plus, c'est fun d'avoir une forêt nourricière, mais urbaine. On est en pleine ville en ce moment, là, puis c'est garni. On connecte avec la nature. On connecte avec la nature. Puis j'ai vraiment aimé aussi la mission de la forêt nourricière de Saint-Maurice, la mission pédagogique, éducative, un panneau d'interprétation. C'est accessible. Ça fait en sorte que les gens ont accès à quelque chose, puis ça fait partie d'un des principes de la permaculture. Prends soin des humains. Oui, c'est tout pour l'émission des Mains dans la Terre, et on se revoit la semaine prochaine.